mécénat et patrimoine. Oui, patrimoine. Nous aurons à visionner un montage vidéo sur le patrimoine et qui aura pour titre Patrimoine haïtien, un héritage en danger. Le patrimoine haïtien, naturel et culturel, matériel et immatériel, est une grande richesse. Il est lui-même potentiellement une source de richesse. Nous tardons à prendre les actions qui s'imposent pour le sauver des périls qui le guettent. Notre patrimoine bâti, en grande partie oublié et négligé, subit les assauts du temps, des intempéries, ou est victime d'accidents ou d'actes de vandalisme. Ces témoins de différentes périodes de notre histoire sont couverts de ronces et d'herbes folles et livrés en pâture aux cabris et aux bourriques. Ou plus tristement, sont convertis en lieux d'aisance. C'est le cas malheureusement de nombreux forts du pays, de plantations sucrières et caféières, d'indicoteries, de guldives, d'aqueducs et réseaux de canalisation coloniale et d'ensembles architecturaux de la période haïtienne, pour ne citer que cela. Pire encore, notre patrimoine est parfois instrumentalisé à des fins politiques ou associé à des régimes honnis et succombe aux mains d'une foule en furie. Sans oublier les coups funestes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'État et les institutions culturelles à vocation patrimoniale font des efforts louables. Mais il manque souvent le nerf de la guerre. Des initiatives importantes risquent de s'arrêter en chemin. Pourrons-nous continuellement compter sur les ressources externes et le financement des organismes internationaux? Non, nous le savons, surtout dans un contexte de crise économique mondiale. Sans implication nationale, pas de sauvegarde du patrimoine. Un élément de patrimoine protégé et valorisé est un objet de fierté nationale, un instrument de cohésion sociale, un outil pédagogique efficace et surtout un atout économique susceptible de devenir un objet d'attraction touristique prisé et admiré de tous. Chacun, chacune, selon nos compétences et nos moyens, impliquons-nous, devenons des citoyennes et des citoyens soucieux de notre patrimoine. C'est encore moi. J'appelle au podium Monique Raucourt, directrice de l'ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national. Monique. Madame Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel Elina Carasso, qui nous vient de France. Mireille Fonbrun, directrice du musée Augier-Fonbrun. Patrick Attier, directeur de l'École supérieure infotronique d'Haïti et vice-président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Patrick Tardieu, conservateur de la Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit.
et Rachel Doucette, modératrice, anthropologue et qui va animer cette table ronde. À à ceux et celles qui font partie de cette table ronde, bonsoir à tout le monde dans le public. Pour ceux qui sont étrangers et qui ne connaissent pas très bien les participants, nous allons les présenter un petit peu plus en profondeur. Nous avons à ma gauche Madame Mireille Fonbrun du musée Augier-Fonbrun, la Fondation Moulins-sur-Mer, qui dirige la Fondation Moulins-sur-Mer, qui est une institution à but non lucratif qui a comme objectif général d'entreprendre ou d'assister tout projet lié au développement durable de la zone de la côte des Arcadins. Cette fondation a 3 axes principaux qui font le but de sa mission: la conservation du patrimoine, l'éducation et le tourisme culturel. La Fondation Moulins-sur-Mer soutient notamment le musée Augier-Fonbrun et organise des visites scolaires du musée, fait de la formation des professeurs d'histoire des écoles de la zone et organise des ateliers et des séminaires en collaboration avec le projet Rebâti Santé Mentale de l'Université de Miami. Dans ce même sens, la Fondation a récemment créé un espace Internet de recherche en partenariat avec les Anneaux de la Mémoire et le parc historique de la canne à sucre. Nous allons parler un petit peu de Mireille Fonbrun. Mireille, établie comme sculptrice à Madrid, où elle a vécu durant 22 ans. Elle a exposé en Espagne, en France, à Porto Rico, aux États-Unis et en Haïti. Une artiste de talent. Depuis 2 ans maintenant, elle est directrice du musée Augier-Fonbrun, une habitation sucrière du XVIIIe siècle, faisant partie du patrimoine historique haïtien. Elle est en charge d'organiser et de planifier les travaux de restauration du musée et de recruter les experts spécialisés pour ces diverses tâches, ainsi que de diriger et de superviser la mission éducative du musée. Nous applaudissons Mireille. Ensuite, à côté de Mireille, nous avons Marie-Stéphane Maradex, qui est la déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, FDNC. La FDNC accompagne depuis 2011 le projet de reconstruction du Centre d'art de Port-au-Prince. Marie-Stéphane Maradex possède 25 ans d'expérience dans le domaine de l'intérêt général, plus particulièrement dans le financement de projets liés à l'éducation et la formation professionnelle. Son expérience dans le secteur non lucratif comprend une année de recherche à l'Institute for Policy Studies de Johns Hopkins University. Elle est également membre du Haut Conseil à la vie associative, instance placée auprès du Premier ministre français. Elle a été présidente de l'Association française des fundraisers, trustee de CASE Europe, c'est le Council for the Advancement and Support for Education. Elle est cofondatrice et vice-présidente de l'association EduCarDev pour la scolarisation d'enfants dans les pays en développement. Avant de rejoindre la Fondation Daniel et Nina Carasso, Marie-Stéphane Maradès a été directrice de la campagne de levée de fonds pour l'école polytechnique. Elle était auparavant directrice adjointe de la campagne de développement de l'ESSEC. Avant ses années dans l'enseignement supérieur, elle a travaillé dans le secteur social et humanitaire comme la Fondation Apprentis d'Auteuil ou Médecins du Monde. Elle a aussi écrit des articles et des ouvrages dans ce secteur. Ensuite, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, M. Patrick Tardieu, je ne vais pas te sauter Patrick, Patrick Tardieu est depuis 2001 conservateur de la Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit.
Il a à son actif de nombreuses publications de DVD numériques sur les collections du Fonds de la Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit. En 2010, il devient membre du comité de pilotage du réseau francophone numérique. Actuellement, il travaille sur l'indexation de 200 ans de lois et actes de la République d'Haïti. Travailleur du livre, il compte 30 ans de métier, bibliothèque, librairie, édition et plus de 10 ans d'expérience dans la numérisation documentaire. Patrick a obtenu un master's en TICE de l'Université de Strasbourg et il a eu un diplôme de cycle universitaire de l'Université Concordia, Montréal. Il est aussi licencié en sciences politiques et il a également fréquenté des universités de Navarra, Espagne, du Mexique et l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Il y a aussi M. Patrick Attier. Malheureusement, M. Attier, je n'ai pas un CV, une bio détaillée, alors je vais vous demander de le faire à ma place. Vous allez présenter un petit peu plus en détail. Je sais que vous êtes le directeur fondateur de l'école infotronique d'Haïti, qui milite dans le milieu depuis quelques années. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus rapidement? C'est toujours embêtant de parler de soi. J'aurais préféré que vous le fassiez vous-même. Non, très rapidement, d'un point de vue académique, j'ai une formation d'ingénieur, d'une école d'ingénieur en France. J'ai une maîtrise aussi en sciences informatiques plus près, comme ça. Maîtrise en sciences informatiques il y a très longtemps, quand j'étais jeune, d'université américaine à Washington. Je suis rentré en Haïti après. Je suis né en Afrique, de mère française, de père haïtiano-libanais, en ayant grandi en France et en ayant passé 2 ans aux États-Unis et fini en Haïti depuis 25 ans. Donc je suis ce qu'on appelle plutôt un hybride. Je suis maintenant professionnellement, je suis comme Madame Doucette l'a dit tout à l'heure, l'un des fondateurs de l'école supérieure d'infotronique d'Haïti en 1994, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, j'ai eu aussi le privilège de coordonner une commission présidentielle sous l'ancien président sur les technologies, dont l'objectif était de proposer des plans pour le développement de la technologie et pour la gouvernance, essentiellement la gouvernance publique en Haïti. Aujourd'hui, je suis donc directeur de cette institution de l'ESI. Et je suis vice-président, et c'est avec ce chapeau que j'ai été invité ici, vice-président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, président depuis 3 mois de l'Association haïtienne pour le développement d'éthique, et aussi cofondateur d'une association avec l'Université d'État d'Haïti et l'Université Quisqueya, le Collège Katz-Pressoir, qui sont des institutions connues ici, d'une association très jeune qui est l'Association haïtienne pour l'avancement des sciences et des technologies, à travers laquelle on essaye, et c'est vraiment une association très jeune qui se cherche encore, à travers laquelle on souhaite essayer de promouvoir la culture de la science, de la recherche scientifique en Haïti. Comme vous le savez, c'est un vaste débat et un vaste chantier. Voilà, merci. Et en dernier, nous avons aussi Madame Monique Raucourt, qui, après une brillante carrière dans l'imprimerie, l'édition et l'enseignement, s'est engagée dans l'étude du patrimoine culturel et historique d'Haïti. De 2008 à 2012, au sein de l'ISPAN, elle est chargée par la Direction générale de l'inventaire rétrospectif du Parc national historique Citadelle Sans-Souci-Ramier, lancé par l'UNESCO, visant la mise à jour du dossier de ce bien culturel au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris. En 2012, elle a participé à la refondation du Comité national e-commerce Haïti et est la directrice générale de l'ISPAN depuis février 2013. L'ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, est un organisme public de la République d'Haïti créé par un décret gouvernemental du 28 mars 1979. Organisme technique autonome de l'État haïtien,
l'ISPAN a pour mission de dresser l'inventaire et le classement des éléments concrets du patrimoine national, de réaliser des études générales et détaillées, de projets de restauration et de mise en valeur de monuments et de sites historiques, d'assurer la direction et le contrôle de travaux d'exécution de tels projets, d'aider à la promotion et au développement d'activités publiques ou privées visant à la sauvegarde du patrimoine national, de diffuser toutes informations et documentations relatives au patrimoine architectural et monumental national et international. Alors, avec une telle palette, nous allons pouvoir discuter en profondeur de la problématique du patrimoine de la problématique du mécénat centré sur le patrimoine en Haïti. Quels sont les freins, quels sont les leviers, quelles sont les particularités, les spécifiques de cette problématique dans le contexte haïtien. Alors, Madame Ouokou, nous allons commencer avec vous. Et dans ce cadre général, nous voudrions savoir, est-ce que votre statut d'organisme public, du secteur public, est-ce que ceci constitue un atout ou au contraire un obstacle à ce que, par exemple, l'ISPAN reçoive des fonds ou qu'elle bénéficie de l'appui de mécènes haïtiens? Parlez-nous un petit peu de votre expérience autour de cette problématique. En fait, le fait d'être un organisme public devrait être un atout. Au niveau de l'ISPAN, ce qui constitue le plus grand problème que j'ai pu voir jusqu'à présent au niveau de son rôle de préservateur, c'est en fait les lois qui régissent le patrimoine, les lois haïtiennes sur le patrimoine qui sont en grand besoin d'être remaniées. L'ISPAN est le seul organisme ayant pour tâche de restaurer et de revaloriser le patrimoine bâti haïtien. Le problème qu'il confronte trop souvent, c'est que pour être classé patrimoine national, d'après les lois haïtiennes, l'État doit se porter acquéreur du bien en question. Ce qui veut dire que la grande majorité des biens constituant le patrimoine, en fait réel, bâti d'Haïti, ne se trouve pas dans cette catégorie. Dans la catégorie des biens classés officiellement patrimoine national et historique, nous avons bien sûr les forts, parce que ces forts, jusqu'à ce dernier siècle, étaient encore considérés comme des places de guerre et régis par l'armée. Et nous avons de grands bâtiments historiques, mais nous n'avons pas, par exemple, la juridiction de biens comme les centaines de ruines d'habitations coloniales, les aqueducs, et j'en passe, des fontaines. Nous avons une myriade de biens constituant un patrimoine bâti extraordinaire qui ne tombe pas officiellement sous la juridiction de l'ISPAN, dans le sens que si ce bien se trouve sur une propriété privée, le propriétaire de ce bien a tout loisir de le détruire sans que l'ISPAN puisse légalement interdire cette destruction. Et après le tremblement de terre, nous avons subi fortement le poids de cette loi lorsque nous avons voulu préserver le patrimoine religieux, les églises. Nous avons demandé, nous avons supplié, nous avons été aux plus hautes instances, mais beaucoup de ces biens ont été rasés, et malgré nos supplications. Et ceci constitue pour nous une gageure que nous devons adresser. C'est important pour nous de faire changer ces lois, parce que nous avons un patrimoine bâti en danger. Maintenant, le deuxième problème que nous confrontons au niveau de l'ISPAN, c'est que nous dépendons entièrement du budget de l'État.
Et comme vous le savez, la culture est la zone la plus pauvre au niveau du budget de l'État. Très peu est alloué à la culture. Et de ce ministère de la Culture, nous avons 9 organismes autonomes qui dépendent également de ce ministère, qui a moins de 1% du budget de l'État. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du genre de budget qui nous est alloué. Ça ne suffit vraiment à rien faire. Donc, ce que nous sommes obligés de faire, c'est d'engager des projets que nous présentons et qui, s'ils sont approuvés, seront à ce moment-là financés par l'État. Donc, en fait, la majeure partie de notre travail demande que nous allions chercher des fonds ailleurs. Le problème, c'est que ces restaurations, nous parlons de grands monuments, de fortifications anciennes, et c'est très cher, c'est très coûteux. Ce n'est pas le genre de projet pour lesquels nous pouvons aller facilement trouver un privé qui va être intéressé à faire du mécénat pour des centaines de milliers de dollars, pour ne pas dire des millions de dollars. Ça ne se trouve pas facilement. Donc, au niveau de l'ISPAN, nous avons essayé d'adresser le problème de manière différente. Nous présentons des projets au niveau de l'État, mais à partir d'un certain moment où nous avons une restauration qui commence, nous essayons de subdiviser ce projet. Par exemple, le plus grand projet pour le moment est le projet de la citadelle et du parc, bien sûr, qui est divisé en beaucoup de monuments. La citadelle en est le plus grand, non le plus difficile, mais le plus grand. Et nous subdivisons certaines parties de ce projet en aménagement, comme c'est une citadelle musée, en aménagement de salles, différentes salles. Et nous pensons pouvoir essayer de trouver du mécénat en divisant ces projets en petits morceaux, si on veut, qui sont beaucoup plus abordables. Et au niveau du mandat de l'ISPAN, et nous avons, depuis notre arrivée à cette direction, essayé de proposer autre chose également pour avoir des fonds. Nous sommes très imbus du fait que l'État ne pourra jamais, dans un délai court, restaurer l'immensité du patrimoine bâti. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas que ce soit l'État qui soit en charge de toute la reconstruction du patrimoine bâti. Nous sommes convaincus du fait que chaque Haïtien doit participer à la préservation de son patrimoine, et ceci n'est pas encore dans notre mentalité. Et nous avons demandé au moins qu'il y ait la création d'un fonds qui soit pour tous les monuments, pas pour certains monuments, parce que les plus visibles ne sont pas toujours ceux qui sont les plus importants du point de vue histoire ou du point de vue importance dans la trame historique. Quelquefois, on peut avoir un monument qui n'a l'air de rien, qui est relativement petit et peu visible, mais qu'il faut restaurer et qui est extrêmement important, mais qui ne va pas intéresser un sponsor, par exemple. Nous avons beaucoup plus eu des sponsors que des mécènes. Et les sponsors demandent toujours quelque chose en retour. Et c'est difficile de donner quelque chose en retour quand on parle d'un monument national. On ne peut ni avoir de grandes pancartes disant qu'une compagnie a fait ceci ou cela, ni peindre d'une couleur éclatante un monument historique, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est complètement hors de question. Donc, nous avons demandé, par exemple, pour essayer non seulement d'avoir des fonds, mais de sensibiliser la population, jeune et moins jeune, au fait qu'ils devaient se responsabiliser par rapport à leur patrimoine. Nous avons suggéré au niveau de l'ISPAN d'instituer le 1er janvier de chaque année ce que j'appellerais la contribution du patrimoine bâti, qui serait de 1 adoquin par haïtien, quel que soit l'âge. 5 petites gourdes chaque année. Ça nous ferait quand même 10 millions d'adoquins par an. Ça peut faire beaucoup de choses. Oui, effectivement, Madame Rocco, vous nous avez brossé un tableau très réaliste de la situation, un vide légal sur lequel vous avez insisté, la problématique de la propriété privée de monuments qui ont un caractère national. Mais ce que nous gardons comme note d'espoir, c'est que vous ne baissez pas les bras en dépit des difficultés et que vous mettez sur pied des stratégies.
cette idée de diviser un grand projet en petites sections et de faire appel à des sponsors ou des mécènes. Peut-être l'idéal serait d'avoir des mécènes. Et je voudrais savoir, vous avez parlé au futur ou est-ce que vous avez déjà une certaine expérience? Quelle est la situation du mécénat par rapport au patrimoine bâti dans le pays? Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y a des mécènes qui ont aidé l'ISPAN dans aucun projet? Des mécènes haïtiens? C'est presque inexistant. C'est presque inexistant. Mais je dois dire quand même que c'est la première fois qu'on essaie de vraiment adresser ce projet de cette manière-là. Et nous avons essayé dans le passé d'avoir davantage de sponsors parce que c'était difficile de trouver des gens capables de donner des sommes importantes pour quoi que ce soit en rapport à la reconstruction ou à la restauration de ce gros patrimoine. Maintenant, je dois dire que en ayant une autre tactique, nous sommes sûrs de pouvoir trouver, et nous trouvons déjà. Ça peut être quelque chose de très simple. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train de conforter depuis 8 mois le bastion Croix-David de la citadelle. Et ce confortement est très lent parce qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement pointu et difficile et carrément dangereux parce que nous sommes en train d'étayer un bastion qui est extrêmement fissuré sur 3 étages. Et ceux qui font ce travail savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire de n'importe quelle manière. Donc c'est extrêmement lent. Nous avons presque fini le confortement en bois. Maintenant, nous allons devoir essayer de trouver les moyens de faire ce qu'on appelle le bracing, c'est-à-dire relier l'armature que nous avons mis à l'intérieur au mur externe du bastion pour les garder ensemble, pour que, au cas d'un tremblement de terre que l'on s'attend à avoir dans le nord, ce que nous avons construit à l'intérieur ne fasse pas éclater les murs extérieurs. Mais pour ceci, nous avons besoin, par exemple, de câbles d'acier et de tirants d'acier que nous allons devoir faire fabriquer, essayer de trouver, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des entreprises en Haïti qui, s'ils sont touchés, auraient pu essayer de faire du mécénat en nous pourvoyant, sinon de l'argent, le matériel lui-même. Parce que dans le cas de la restauration, nous avons besoin de matériaux que quelquefois les entreprises ont, que ce soit du bois particulier, spécialement du bois comme du coubaril ou de l'angélique, qui est extrêmement dur et résistant, et qui aurait pu offrir, par exemple, des câbles d'acier ou du bois ou des choses. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est difficile de trouver des choses aussi simples que des boulons de 6 pouces ou des choses de ce genre pour faire des étaiements. C'est extrêmement difficile. Chaque fois qu'on doit essayer de trouver la quincaillerie pour faire de la restauration. Mais si des entreprises qui achètent ce genre de choses peuvent, même si on leur donne le temps de le faire, et c'est beaucoup plus facile pour eux, je pense, de nous donner le matériel que nous d'aller chercher l'argent pour acheter ce matériel, quelquefois commandé à l'étranger. Ça leur reviendra moins cher. Ils auront peut-être l'impression d'aider dans le cadre de leur mandat, du point de vue entreprise. Et je pense que c'est une façon assez intéressante de faire du mécénat. Pour nous, parce que le matériel ici est très difficile à trouver. Et ça va pour toutes choses. Lorsque dans une zone muséale, par exemple, on a besoin de sanitaires, on a besoin de toutes sortes de choses qui sont des choses modernes, et on peut trouver des entreprises qui sont disposées peut-être à donner le matériel lui-même pour aider un petit peu à aménager. Mais c'est dans ce sens plutôt qu'on veut aller, plutôt que de toujours demander des sous. Voilà. Parce que c'est pas toujours aussi facile, même pour une entreprise, de donner des sous comme ça. Mais peut-être que donner, par exemple, tout ce qu'il faut pour avoir 2 ou 3 sanitaires dans un endroit, ou donner un matériau particulier qu'ils ont à leur disposition, ce sera plus simple, moins compliqué. Et on ira vers les grandes fondations, ou l'UNESCO, ou la Banque mondiale, ou comme on le fait déjà, pour des sommes faramineuses
que nécessitent les énormes restaurations comme le Palais de Sans Souci, par exemple. Voilà, donc vous avez identifié les larges avenues et les petits chemins qui mènent, les dons en nature ne sont Absolument. pas à négliger. Ce n'est pas nécessairement de grandes sommes à débloquer d'un coup, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas des entreprises haïtiennes. Et je crois qu'il faut quand même donner la chance à chaque Haïtien de participer. C'est cela. Nous avons un grave problème identitaire et pour moi, l'identité de l'Haïtien passe d'abord à travers l'appropriation de son patrimoine. Et cette appropriation passe à travers « moi, j'ai fait ». Tout à fait. Alors, je vais demander aux panélistes, vous les appelez ainsi, s'ils veulent intervenir, faire un commentaire sur ce qu'a dit Madame Raucourt. Alors, pour le public, nous allons avoir un bloc de questions-réponses à la fin. Nous aurons à peu près une demi-heure qui vous sera dédiée. Vous pourrez faire des questions aux intervenants. Alors, librement, hein, c'est un format conversation. Donc, oui. Bonjour à tous. Donc, loin de moi l'idée de faire aucun commentaire sur le patrimoine en Haïti. Je voudrais juste apporter un éclairage du point de vue de la France, puisque les problématiques que vous avez soulevées ont été des problématiques bien connues en France sur comment financer finalement le petit patrimoine bâti des particuliers, ou en tout cas qui ne sont pas à la liste des inventaires des monuments historiques ou classés. Et vous êtes, je pense que vous le savez, le modèle de la Fondation du patrimoine, il y a une vingtaine d'années en France, a été voulu par Jacques Chirac, réellement pour financer ce petit patrimoine bâti. Et ce qui est intéressant dans le modèle de la Fondation du patrimoine, c'est que, de par cette volonté d'État, au-delà du montage financier qui est un petit peu particulier et auquel ensuite le mécénat a fortement contribué avec de très grandes entreprises, c'est qu'il y a plusieurs niveaux intéressants. Un premier niveau, c'est que à travers ce dispositif privé, c'est une fondation d'utilité publique, la labellisation par la Fondation du patrimoine d'un certain nombre même pas de monuments, même de maisons qui avaient un certain avantage historique, a permis finalement aux particuliers de pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Donc en fait, il y a une sorte de délégation de mandat donné à la Fondation du patrimoine, et la labellisation permet ensuite aux particuliers de restaurer leur appartement, leur maison, en bénéficiant d'avantages fiscaux et en respectant bien sûr un cahier des charges très particulier lié à l'historicité de leur patrimoine. Et la deuxième innovation, et qui rejoint exactement votre préoccupation et votre, excusez-moi, le nombre de gourdes nécessaires par individu, c'est le mécénat participatif, le mécénat collectif, puisque l'idée était de dire, à travers des toutes petites campagnes de proximité, on allait restaurer la chapelle ici, l'abreuvoir là, vraiment le petit patrimoine bâti, en faisant appel vraiment à la générosité du public. Un peu vous savez, le mot à la mode, c'est le crowdfunding maintenant, donc c'est ces tout petits ruisseaux qui font des rivières, des grandes rivières. Et c'est vraiment le modèle qu'a développé la Fondation du patrimoine et qui fonctionne vraiment très bien. C'est assez même étonnant. Je pense que sur la question du patrimoine, qui est assez difficile finalement à sensibiliser, je pense que la proximité, de dire finalement je vais participer à la restauration de l'abreuvoir ou de l'ancien lavoir de mon village, parce que ça m'appartient. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et le deuxième commentaire, rapidement, vous avez très justement cité les dons en nature. Je pense qu'on n'a pas du tout parlé ce matin, mais c'est le début de nos travaux. Sous le mot mécénat, finalement, la réalité est assez diverse. C'est effectivement du don en nature, et c'est ce qu'on appelle en France le mécénat de compétences aussi. C'est-à-dire, on est une entreprise, on a un savoir-faire particulier, on peut l'apporter. Alors ça peut être de la compétence dans les nouvelles technologies, ça peut être de la compétence managériale, ça peut être de la compétence sur comment faire une toilette dans un musée. Enfin voilà. En France, on a l'avantage que ce mécénat de compétences, comme les dons en nature, on peut également les défiscaliser. Bon, je ne connais pas la fiscalité haïtienne là-dessus, mais ça peut également être une piste intéressante à creuser, parce qu'on peut avoir la valorisation et le déduire au même titre qu'un don en numéraire. D'entre vous veut réagir? Non? Bon, eh bien, nous allons maintenant passer à Madame Mireille Fonbrun. Cette fois-ci, Mireille, elle est d'une institution privée, donc nous allons avoir une autre perspective à partir d'une institution du secteur privé, un musée, mais qui travaille aussi
pour le bien commun, pour le bien public. Alors Mireille, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au musée Fonbrun, en particulier en ce qui concerne la question du mécénat? Bonsoir tout le monde. Et effectivement, c'est vrai, le musée Auger Fonbrun est un petit musée qui a été construit par un particulier. C'est mon père qui avait restauré des ruines d'une ancienne habitation sucrière. Ça fait déjà 35 ans. Et il l'a fait justement dans le but de contribuer à la préservation de notre patrimoine, ce qui n'était pas vraiment fait par l'État à l'époque. Donc, les difficultés que nous trouvons au point de vue mécénat, c'est bon. Le musée a été vraiment financé, toute la restauration a été financée alors par lui personnellement. Et aujourd'hui qu'il est en mauvais état au point de vue la structure qui a fait les gouttières et tout ça, nous sommes obligés de faire face encore à devoir débourser de poches particulières. Donc, un moment. Donc, enfin, nous essayons aussi, à part que ce soit un musée qui est mis au service du public, nous recevons énormément d'enfants. C'est un musée qui a été réouvert, enfin, je l'ai réouvert à mon retour en Haïti. Et depuis lors, nous avons reçu plus de 3500 étudiants. Donc, c'est un musée qui a un rôle dans l'éducation, dans le sentiment d'appartenance que nous voulons vraiment pousser. Et donc, pour le financer, les problèmes s'imposent dans le sens que de trouver des fonds, ce n'est pas toujours facile. Comme stratégie, maintenant nous avons commencé la rénovation de la toiture, encore avec nos propres fonds. Nous avons eu la chance qu'il y a des amis, il y a toujours eu des amis, des supporters, et même au début, qui ont supporté papa avec des dons, avec des dons de la collection. Et aujourd'hui, ce que je trouve bien, et c'est la stratégie que nous essayons d'implémenter, c'est d'impliquer des particuliers à des projets, des petits projets, un peu comme toi tu as mentionné, Monique. Nous avons identifié une quantité de petits projets auxquels les gens pourraient supporter, dire bon voilà, j'aimerais supporter tel petit projet. Et donc ce ne serait pas du sponsorship dans le sens que nous n'allons pas mettre de grands banners, mais oui, avoir une petite plaque de remerciement et enfin faire que les gens se sentent partie prenante d'un projet citoyen, qui a le but vraiment de mettre en valeur l'histoire du pays. Au musée, à part l'histoire que nous enseignons, nous avons aussi un projet touristique, culturel. Nous pensons que le musée, vu qu'il est sa situation sur la côte des Arcadins, entouré de plusieurs sites historiques, comme enfin, la chaîne des Matheux, il y a le marchand des Salines, le fort Drouet, les habitations sucrières. Nous pensons que le musée peut être aussi un point de départ, une plateforme à partir de laquelle nous pourrions faire connaître ces lieux. Et bon, nous n'avons pas la compétence de pouvoir les restaurer, mais au moins les faire connaître et puis qu'ils puissent peut-être se greffer plus tard à un projet national de restauration. Donc, enfin, c'est plutôt ce que, enfin, les difficultés que nous avons trouvées. Alors, c'est un cas intéressant, à la fois une institution qui est à la recherche de mécénat pour réaliser ce projet, mais en même temps aussi qui, elle, à quelque part, fonctionne aussi comme mécène au niveau de la communauté elle-même.
comme le définissait ce matin M. Christian Farrell, j'ai l'impression que dans la rénovation du concept du musée tel que l'a décrite Mireille, la notion de valeur ajoutée, d'inclusion des communautés et de la participation des communautés est déjà là en filigrane. Donc, votre exposé, Mireille, rejoint complètement celui de Mme Rocco en ce qui concerne la difficulté à susciter les fonds. Mais vous avez aussi les mêmes stratégies de faire appel aux petites bourses également en jouant sur le sentiment citoyen. Comme l'a souligné Mme Maradès, je pense que c'est effectivement une stratégie qui peut donner de bons résultats. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? Bon. Alors maintenant, nous allons demander à M. Patrick Tardieu, de la Bibliothèque des Frères du Saint-Esprit, des Pères du Saint-Esprit, de nous parler de son expérience à ce niveau-là, l'expérience du mécénat au niveau de la bibliothèque. Parce que, bon, si je peux souligner rapidement que dans le panorama du patrimoine haïtien, ce qui concerne le livre, les bibliothèques et les archives, à l'intérieur d'un parent qui est déjà lui-même très pauvre, eh bien, ce secteur-là fait encore parent, de figure de parent le plus pauvre. Alors, monsieur Tardieu, faites-nous partager avec nous cette expérience. Je remercie les organisateurs de la journée de me donner la chance de m'exprimer aujourd'hui. Parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine. C'est vraiment un coup de cœur que je vais lancer ici. Et avant de vous dire comment se trouvent les documents d'une extrême importance actuellement dans des boîtes sur le campus de Saint-Martial, je vais d'abord faire une historique de la bibliothèque très rapidement pour vous montrer la place de la bibliothèque depuis 1874. Je montrerai aussi comment la bibliothèque a pu fonctionner depuis 2001 et les difficultés que nous avons depuis 2010. La bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit a été fondée plus ou moins en 1874 par le Père Vec. Le Père Vec a aussi fondé le premier laboratoire météorologique d'Haïti, le premier musée d'Haïti, en Haïti, à tel signe qui a été choisi par le gouvernement pour être l'organisateur, pour représenter Haïti lors de l'exposition universelle de Chicago en 1892. Il a été aussi en Belgique, représenter Haïti comme le conservateur de l'exposition à Bruxelles. En 1904, le gouvernement haïtien demandait au directeur de la bibliothèque, le Père Gabon, où se trouve notre acte de l'indépendance. Il savait que c'était la bibliothèque, le Père Gabon, qui pouvait donner des éléments de réponse à des questions aussi importantes pour notre histoire. En 1914, lors du tremblement de terre qui a détruit Kingston en Jamaïque, c'est l'observatoire météorologique, sismologique de Saint-Martial, du Père Vec, qui a interprété, qui a analysé le tremblement de terre de 1914. Malheureusement, heureusement, les pères ont toujours eu l'aide de tous les gouvernements qui ont précédé Duvalier. En 1969, Duvalier expulse les Pères du Saint-Esprit. On détruit le seul laboratoire sismologique qui se trouvait en Haïti. 1995, les prêtres retournent. On leur redonne le Saint-Martial, mais depuis lors, aucune aide de l'État haïtien. Les prêtres ne se trouvaient pas dans la même situation qu'avant 1969, l'exil. Avant 1969, on disait, c'est vrai, un peu, pas tout à fait à 100%, que les prêtres formaient l'élite de la société haïtienne avec l'autre école, les frères de l'instruction chrétienne, qui conservent une bibliothèque d'une haute importance pour notre pays. Les prêtres
en revenant en 1995, se sont retrouvés avec une population de classe moyenne très basse, et à tel point qu'une bonne partie, presque un tiers des élèves sont obligés d'avoir des bourses. Que l'association amicale se bat à droite et à gauche pour trouver des bourses pour les élèves. Donc les prêtres ne peuvent plus s'occuper de la bibliothèque, et ils ont de nouveau, quand je dis de nouveau, remis la charge de la bibliothèque à l'association des anciens élèves. Je dis de nouveau, quand en 1929, les prêtres avaient déjà remis la bibliothèque à l'amicale. Et je lis pour vous montrer tout à l'heure quand j'insistais pour dire que c'était la bibliothèque haïtienne. Le président de l'amicale, Maître Lespinasse, disait à l'époque, nous pensons que cette bibliothèque haïtienne que nous créons aujourd'hui, que les prêtres nous donnent, peut dans son faible rayon, oh, je viens de perdre, je ne sais pas pourquoi, peut dans son faible rayon et pour son humble part, aider le peuple haïtien à connaître et à conserver sa personnalité. Le père Carbon disait, lui, ce sera le rôle de cette bibliothèque de l'amicale des anciens élèves du petit séminaire collège Saint-Martial. Mais, ainsi que vous l'a dit, monsieur le président de notre association, la bibliothèque sera surtout nationale haïtienne. Avant la création de la bibliothèque nationale en 1940, c'était bien la bibliothèque des Pères du Saint-Esprit, avec la bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne, qui constituait le patrimoine littéraire haïtien. Mais pas seulement patrimoine littéraire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement, je vais revenir sur la question de la météorologie, car les archives de la bibliothèque conservent un document manuscrit sur la relation météorologique d'Haïti en 1864. Et province par province, ville par ville, la question, aujourd'hui qu'on parle des changements climatiques, ce sont des sources d'une extrême importance d'analyse pour les chercheurs. Donc voilà pour l'historique. Depuis 2001, la bibliothèque a pu fonctionner sans aide, je l'ai dit, de l'État haïtien, sans salaire. Donc presque au niveau du bénévolat, grâce aussi à divers financements. Financement de l'Agence universitaire de la francophonie, qui nous a permis de numériser une partie du fonds de l'anthropologue Odette Mélesson-Rigaud, que nous avons produit un CD, et il y a sur le site web de l'Agence universitaire de la francophonie, il y a la numérisation des 3 lacous de Gonaïve, Soukran, Soukri et Badjo. Toujours avec l'AUF, nous avons numérisé presque la totalité du fonds colonial. Ça veut dire le fonds des livres imprimés en Haïti avant 1804, avant notre indépendance. Dans ce fonds, on retrouve, exemple, les 19 lois de Toussaint Louverture et imprimées au Cap français en 1801 par l'imprimeur Roux. Nous avons aussi, grâce à l'UNESCO, numérisé une bonne partie des archives sur l'esclavage que conserve la bibliothèque. Car notre bibliothèque, d'après la description de l'historien Gabriel Desbiens disait que la bibliothèque de Saint-Martial, la bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit, est la bibliothèque de l'esclavage et la bibliothèque du 18e siècle haïtien. Tandis que la bibliothèque des Frères de l'Instruction chrétienne, qui est complémentaire, est la bibliothèque plutôt du 19e siècle. Donc nous avons, avec l'aide de l'UNESCO, pu aussi numériser une bonne partie de nos archives sur l'esclavage. Avec le programme PLA, programme latino-américain d'archives de l'université Harvard, nous avons pu faire le catalogage numérique de la collection mangonaise que nous conservons actuellement. En 2004, la région Martinique-Guadeloupe a voulu célébrer avec Haïti le bicentenaire. Ils nous ont offert, pour une valeur d'environ 100 000 euros, des meubles et des
des outils informatiques. Et nous avons à l'époque une bibliothèque sur rayon mobile. Là, pour terminer, il y a que, je dois dire, pendant cette période, avant le tremblement de terre, la Focale a été la seule institution haïtienne à nous aider, à nous soutenir, à nous appuyer et à nous conseiller. Parce que je dois à Michel Pierre-Louis la politique que j'ai établie après le tremblement de terre et peut-être avant. Michel Pierre-Louis m'a dit un jour, mais Patrick, cette bibliothèque, tu peux la faire fonctionner. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'argent. Fais-la, utilise-la. Oui, j'ai réfléchi et j'ai trouvé le projet qui convenait. La numérisation des lois et actes de la République. On l'a fait, on a essayé de commencer à le faire. Malheureusement, ça a été mal compris par les pouvoirs étatiques, on nous a bloqués. Aujourd'hui, en 2010, on n'est plus bloqué. Le projet va aller plus loin, car il y a d'autres défis. La bibliothèque, depuis le tremblement de terre, l'édifice était détruit. La bibliothèque est en boîte. La bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. En allant sur le site web, vous pouvez consulter notre fonds colonial. Vous pouvez voir les archives d'Odette Ménesson-Rigaud sur les souvenances Soukri et Badjo. Vous pouvez, je vous donnerai ça tout à l'heure, vous pouvez aussi aller sur un autre partenaire que nous avons, la Digital Library of Caribbean. Vous pouvez voir les livres et les revues, les journaux que nous avons mis en ligne. Nous avons mis en ligne à la DILOC, le journal officiel d'Haïti, le Télégraphe en 1820 et 1840. Nous avons mis à peu près 200 numéros du Moniteur en 1845 et 1855 et bien d'autres choses. Et après 2010, d'autres possibilités. Nous avons le devoir pour ouvrir. Nous devons ouvrir. Nous devons le cri du cœur. J'ai été la semaine dernière à la bibliothèque. On m'avait averti que les termites étaient présents. J'ai vu, de mes yeux vus, dans une boîte, des termites commencer à toucher, un grand parchemin qui avait été mal restauré. Quand ça avait été restauré, j'ai dit c'est une catastrophe. Ils avaient mis un parchemin de 1810, le budget de la République de 1810, qui fait 1 mètre par 1 mètre 50. On l'avait plastifié. Catastrophe. Une chance. Parce que les termites n'ont pas mangé le plastique. à tout malheur, bonheur est bon. Donc les livres sont en boîte. Les termites, elles ont commencé à attaquer. On va, le week-end de la Toussaint, ramasser toutes les boîtes des livres rares. Après le 2010, l'ambassade de France nous a donné un petit local d'environ 50 mètres carrés. La bibliothèque faisait 400 mètres carrés, dont 200 mètres de rayonnage sur des étagères mobiles. Donc le 50 mètres carrés est définitivement trop petit. L'American Library Association nous a aidés en nous donnant un petit chèque de $5,000. La John Carter Boyd Library nous a aidés. Ils ont levé une levée de fonds à peu près du même montant. Ils m'ont accueilli pendant 4 mois et j'ai commencé chez eux à construire une base de données des livres qui sont numérisés sur des différents portails et à travers le monde. Gallica, archive.org, John Carter Boyd Library. Et grâce à Arcade, qui a terminé son programme il y a quelques jours, on a pu mettre sur le serveur plateforme numérique de Arcade, on a pu mettre notre banque de données qui fait plus de 2000 ouvrages et répertoriés sur les différents sites web. Donc on peut aller à un seul endroit et avoir accès à ces 2000 ouvrages. Également plus de 30 000 journaux
17 000 numéros du Novelis, 6 000 numéros du journal Le Matin, de nombreux numéros du Moniteur, qui se trouvent aussi bien sur Diloc que sur Gallica. Et aussi, nous avons demandé à la Bibliothèque nationale de France de mettre 7 journaux qu'avait vendus Beaubrun-Ordouin dans les années 1840 à la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve sur le portail du réseau francophone numérique. Donc, notre vision, oui, je suis d'accord avec Monique, je suis d'accord avec toi et Mireille. Nous avons fonctionné avec des petits fonds pour numériser des collections bien particulières. Mais aujourd'hui, on n'a pas de local. Il nous faut 300 000 $ pour rebâtir le local que les prêtres nous ont donné, qui sera une assez grande bibliothèque, pour récupérer nos 400 mètres carrés. Il nous faut à peu près 300 000 $ pour construire avant de commencer à travailler, et à peu près 100 000 pour les étagères. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai de la peine. On va essayer de neutraliser les termites et les poissons d'argent. Je suis là pour partager avec tout le monde. Je suis là aussi. Monsieur Fritz Stevenson est là, de la bibliothèque. Il y a monsieur Dominique Simon, président de l'amicale, qui devait venir. Nous sommes là pour discuter avec des gens, pour voir comment, si les mécènes peuvent nous aider à repartir, pour permettre à Haïti, par exemple, quand je parle du Moniteur, le Moniteur, il y a les loyaux, il y a aussi toutes les informations sur les baux à ferme. Ça veut dire, on parle de problème de cadastre aujourd'hui. Oui. Alors, voilà des solutions. On parle de pluviométrie, de changement climatique. Nous avons des archives qui peuvent permettre d'analyser la question météorologique en Haïti. Merci Patrick. Merci. Je pense que le public et les éventuels mécènes auront entendu le cri du cœur de Patrick. Merci d'avoir dépeint la situation telle qu'elle est. C'est un danger imminent. Quand on parle de rongeurs, on parle d'insectes, de poissons d'argent et de termites, c'est grave. C'est très grave. Et le fait d'avoir pu numériser certains documents ne veut pas dire qu'il ne faille pas conserver les documents originaux. Et merci aussi, Patrick, d'avoir souligné pour nous l'importance de cette bibliothèque, non seulement en tant que mémoire historique, qui concerne non seulement en fait Haïti, mais aussi la République dominicaine, mais aussi la Caraïbe. Merci surtout aussi d'avoir souligné tout le patrimoine scientifique qui est souvent oublié. Nous avons un patrimoine scientifique et technologique dont nous devons nous souvenir et que nous devons mettre en valeur également. L'observatoire météorologique, les stations de sismologie qui ont enregistré toutes ces données depuis systématiquement sur une période de près de siècle. C'est un fonds inestimable. Donc, quand j'entends que, je ne me souviens plus le nom de l'institution qui vous a donné 5 000 $ pour faire un projet, alors on se demande, mais mon Dieu, en Haïti, est-ce qu'on ne peut pas trouver 5 000 $ en Haïti? Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Et voilà, j'espère que cet enthousiasme, Patrick, il faudra continuer à l'avoir, il ne faut pas baisser les bras. Nous avons quand même, en dépit d'un tableau vraiment, un tableau, disons, préoccupant, pour ne pas employer un terme plus fort, et il y a quand même des lueurs d'espoir parce que les techniciens et les dirigeants à la tête de ces institutions essaient de trouver les voies de sortie. Et ceci est quand même encourageant. Alors ça nous amène à demander à M. Patrick Attier, qui lui, nous le mettons dans le groupe des mécènes, à travers ses actions à l'Institut d'infotronique d'Haïti. M. Attier et son institut sont en train de faire du mécénat de compétences, qui peut-être n'est pas très connu et dans notre milieu. Alors nous demandons
à M. Attier de partager cette expérience avec nous et avec le public. Merci. Merci. Je vais retourner peut-être sur un exemple, je pense, concret et qui a peut-être un peu en rapport avec ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Raucourt, Mme Fombrun et peut-être aussi par Patrick. Dans le cadre, on a mis en place ce laboratoire de réalité virtuelle avant le tremblement de terre. Et le premier travail qu'on avait fait, c'était la modélisation en 3D du parc de la canne à sucre, donc de la Fondation Cannes Auguste. Et avec une aide d'ailleurs financière de Madame Auguste, je crois, qui n'est plus là. Et notre deuxième projet pour lequel on avait obtenu un financement, c'était la modélisation en 3D de la citadelle. Alors je dois vous dire, et je dis devant Madame Raucourt, notre rêve c'est de modéliser la citadelle. Et on avait obtenu là aussi un petit financement du CONATEL, donc du Conseil national des télécoms, et encore de la Fondation Cannes Auguste. Et nous, on avait investi quand même dans les matériels, dans le laboratoire, donc tout ça était en place, mais il nous fallait de la substance, il nous fallait des choses à développer. Et on a pu envoyer une équipe pendant une semaine à la citadelle, ils ont dormi là-bas pendant une semaine, ils ont pris près de 3000 photos, ils ont difficilement, alors tout ce que je vous dis c'était avant le tremblement de terre, puis finalement obtenir les plans de la citadelle, parce qu'évidemment cette modélisation doit se faire sur la base de plans. On avait même recruté un ingénieur civil de l'université d'État pour nous aider un petit peu à nous y retrouver dans la lecture des plans, etc. Malheureusement, il y a eu le tremblement de terre, une partie de l'équipe est partie, mais on n'a pas perdu les matériels. Et il y a 6-7 mois, on a remonté le labo et on a obtenu un financement de la Focale pour modéliser la citadelle. Donc je pense que d'ici la fin de cette année, on va démarrer cette modélisation. On a perdu malheureusement les 2 disques durs sur lesquels se trouvaient ces photos et toutes ces photos qu'on avait prises et ces documents qu'on avait récupérés à la citadelle, donc pendant le tremblement de terre. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu récupérer. Mais on va recommencer, on va y retourner, on va aller prendre des photos et Madame Raucourt, on va certainement faire appel à vous pour pouvoir obtenir les informations dont on a besoin et on ne pourra pas le faire sans votre collaboration. Et je crois que là, il y a un exemple, je parlais tout à l'heure de collaboration, université, entreprise, institutions publiques, etc. Voilà que Madame Raucourt, qui est directrice de l'ISPAN, a des problématiques avec la citadelle. Nous, de notre côté, on a les moyens techniques et même financiers de faire cette modélisation et on ne s'est jamais rencontrés en fait. Donc chacun de notre côté, on travaille, mais bon, à la limite, on ne se préoccupe pas de ce que fait l'autre. Et je crois que c'est un exemple concret de besoin peut-être de mutualiser chacun nos ressources et les choses qu'on peut faire pour qu'on puisse sortir un produit. La raison pour laquelle on a créé ce laboratoire, il part du fait qu'on est convaincu qu'un pays comme Haïti doit faire un saut quantitatif, technologiquement parlant. On ne peut plus raisonner de manière incrémentale, où on fait des tout petits bonds, parce qu'on sera toujours en retard en faisant ça. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des bonds, d'être même extrêmement audacieux et arrogant, je puis dire, en prétendant qu'on peut faire aussi bien que les autres, en faisant l'acquisition de la technologie tout de suite. Bien sûr, il y a des prérequis, mais c'était basé aussi sur l'une des questions qu'on se posait tout le temps, comment rendre plus sexy le patrimoine haïtien. Très sincèrement, quand je parle on en discutait tout à l'heure avec un des membres de l'audience, quand je parle à des amis que j'ai en France et je leur parle d'Haïti, ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont leurs problèmes à gérer. Donc lorsqu'on parle du patrimoine historique, culturel d'Haïti, en dehors des gens qui ont une sensibilité caribéenne, peut-être de quelques Français qui ont aussi une sensibilité historique et qui s'intéressent à différents éléments de ce patrimoine, la majeure partie des gens ne s'intéressent pas vraiment à Haïti. Comment pouvons-nous présenter nos ressources, nos richesses patrimoniales, historiques, de manière suffisamment attirante pour que des gens là-bas puissent se dire, qui n'ont a priori rien à voir avec nous, puissent se dire, tiens, ça m'intéresse, je me retrouve dans ça, parce que chez moi, il y a telle chose, etc. Comment est-ce qu'on peut être innovant en ce sens ? Et on a été convaincu que la technologie était un de ces moyens. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, on s'est dit, un jour, pourquoi ne pas présenter, vous savez qu'il y a ces bateaux de la Royal Caribbean qui arrivent à l'Abadie chaque semaine, qui amènent des milliers et des milliers de touristes qui passent une journée ou deux, qui passent même pas 2 journées, qui passent une journée, qui repartent l'après-midi vers une autre destination, qui savent à peine qu'ils sont en Haïti. Pourquoi ne pourrions-nous pas mettre dans le bateau une petite salle de réalité virtuelle pour leur montrer en 3D la citadelle, même préparer des jeux par rapport à ça, pour que les enfants jouent avec et demandent à leurs
parents de les amener à la citadelle quand ils débarquent pendant une journée là-bas. Donc je crois qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ne dépenseront jamais d'argent à la citadelle et c'est un manque à gagner énorme. Et je crois que derrière ça, il y a un modèle économique à mettre en place à travers un ensemble de supports technologiques qu'on pourrait développer et pour lesquels l'apprentissage n'est pas si compliqué. Il y a du travail, on ne dit pas que ça se fait du jour au lendemain, il y a une courbe d'apprentissage, mais pour vous donner un exemple, l'équipe qu'on avait dans notre laboratoire avant le séisme a été envoyée en France et a préparé un master en réalité virtuelle dans une université partenaire française avec des bourses en partie de nous, mais aussi de l'agence universitaire de la francophonie dont Patrick parlait tout à l'heure. Donc ils sont revenus après 1 an avec leur master en poche et ont commencé à développer des choses et ont appris très vite les outils qu'on utilisait, etc. Vous avez parlé aussi du crowdfunding. Je crois que c'est vraiment un élément qu'on n'utilise pas. Je vais reprendre un autre exemple. Après le tremblement de terre, j'ai reçu des courriers électroniques de centaines de personnes me disant voilà, je veux donner 400 €, 300 €, 200 €, 50 €, 20 €. J'ai un groupe d'amis qui ont collecté 800 €, qui veulent les donner à Haïti. Je n'avais à cette époque aucun mécanisme financier pour collecter cet argent. Je vous assure, si je l'avais, j'aurais pu collecter 200 à 300 000 € sur les 2 mois après le tremblement de terre. Je n'avais pas ce mécanisme en main, suffisamment crédible pour pouvoir collecter cet argent. Et si ça m'est arrivé à moi, à d'autres, 10 fois plus, ça a dû leur arriver probablement. Donc, je crois qu'on sous-utilise aujourd'hui, on a tous l'exemple du président Obama qui a le premier eu l'idée de permettre aux gens de mettre 5 $, 10 $, 15 $, 20 $ dans sa campagne, alors que tous les autres candidats ne s'intéressaient qu'aux gros samaritains, aux gros mécènes qui mettaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de dollars pour s'asseoir à la table du président. Il a mis en ligne un outil internet, c'est un peu du crowdfunding aussi, où les gens pouvaient avec 5, 10, 15, 20 $, même si sa campagne ne vous intéresse pas, vous allez donner les 5 $ ou les 10 $ par curiosité pour voir un peu ce qui se passe. Et il est devenu le parti le plus riche aux États-Unis, avec le plus de moyens devant le Parti républicain, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et je crois qu'en Haïti, on sous-utilise ces outils. Et si on ne les développe pas nous-mêmes, on peut peut-être utiliser des outils de canalisation de fonds étrangers. Ce n'est pas seulement des Haïtiens qui aimeraient donner peut-être de l'argent, peut-être des Français, des Canadiens, des Américains, des Chinois, des Japonais, intéressés à la cause haïtienne, seraient peut-être motivés à donner 50 $ ou 30 $ ou 40 $. On pourrait récupérer probablement beaucoup de fonds. Je remarque énormément de projets maintenant, même dans certains pays en voie de développement, sont financés comme ça, des projets de 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Et je crois que là, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a vraiment une carte à jouer pour aider à financer ces projets. Donc voilà, pour ne citer qu'un exemple, sinon je crois que je parlerai trop longtemps, mais qui est concret par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Merci, Monsieur Attier. C'est encore la même conclusion. Même si les problèmes sont énormes, il y a des perspectives, il y a des voies de sortie. Alors, je voudrais demander à Madame Marie-Stéphane Marrakech de se placer du point de vue du mécène et de nous parler un peu de l'expérience avec le Centre d'art d'Haïti. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans un tel projet? Qu'est-ce que ça implique en termes de difficultés de réalisation quand vous comparez avec votre expérience ailleurs? Merci beaucoup. Juste un petit mot rapide sur la fondation Daniel et Nina Carasso et finalement pourquoi aujourd'hui on est en Haïti à cette table ronde à parler de patrimoine. Cette fondation a été créée tout début 2010 en mémoire de Daniel et Nina Carasso. Daniel Carasso étant le fondateur de Danone, donc le groupe agroalimentaire bien connu, sachant que c'est son propre père, Isaac, qui avait créé Danone en Espagne. Peu de personnes savent que Danone est d'origine espagnole, à Barcelone en 1919. Et donc, au décès de Daniel Carasso en 2009, donc après ce décès, sa fille unique, Marina Namias, a décidé de créer cette fondation donc en mémoire de ses 2 parents. Alors cette fondation tout d'abord est sous l'égide de la Fondation de France. On a parlé ce matin, ça fait partie des 715, c'est ça, fonds sous égide. En plus, nous avons la particularité d'être doublement abrités puisqu'on est physiquement présent dans les locaux de la Fondation de France. Et cette fondation a 2 grands objectifs. L'un autour de l'alimentation durable, qui est un petit peu l'héritage finalement de professionnels de Daniel Carasso. L'alimentation durable étant cette approche très systémique de la question de l'alimentation, c'est-à-dire en gros de la production à la consommation à travers le prisme de la durabilité.
Et l'autre est l'art, et on l'a appelé même art citoyen, puisque c'est ce rapport au comment l'art peut aider le citoyen, c'est-à-dire nous, tout à chacun, à mieux comprendre le monde qui l'environne. Alors, pourquoi Haïti? Il se trouve que... Alors, j'ai oublié de dire juste une chose, c'est que le focus géographique de la Fondation est la France et l'Espagne. Donc, doublement, pourquoi Haïti? Bon, il se trouve que, je vous l'ai dit, cette fondation est née en janvier 2010, donc c'est une date qui vous évoque terriblement quelque chose. Et il se trouve que le tout premier don de la fondation était pour Haïti. Étant dans la Fondation de France, les fondateurs, puisque c'est une fondation familiale, et j'insiste sur ce mot, ont été bien sûr bouleversés par ce qui s'est passé dans votre pays, et donc a fait un don important dans le cadre du collectif Haïti porté par la Fondation de France. Donc en octobre 2011, j'arrivais tout juste à la Fondation, donc première permanente salariée de cette fondation, et à peine arrivée, peut-être 2 semaines après mon arrivée, on me met dans un avion pour Haïti avec Philippe Loïc Jacob, ici présent, qui est administrateur de la Fondation, pour en fait venir voir avec la Fondation de France un certain nombre de projets soutenus, dont ceux que nous avions soutenus. Et nous avons rencontré beaucoup d'acteurs, dont certains ici présents. Et c'est vrai, quand nous sommes rentrés avec Philippe Loïc, on s'est dit on ne peut pas partir comme ça. Certes, on a fait un don important dans le cadre de l'urgence, mais on s'est dit il y a quelque chose, il faut qu'on revienne, il faut que durablement on puisse aider votre beau pays. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit on va choisir 2 projets qui correspondent à nos 2 axes. On a donc choisi une communauté paysanne près de Jacmel, à la montagne, que nous aidons. Et dans le cadre de nos rencontres avec la mission de la Fondation de France, nous avons été amenés à rencontrer Focal, Lorraine Mangonès, qui nous a emmenés sur le site du Centre d'Art et sur ce qu'il en restait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et elle nous a expliqué surtout toute l'histoire. Et on a été très touchés, non pas tant par le fait de voir des ruines, puisque finalement il y en avait malheureusement un petit peu partout, mais par ce que représentait ce centre d'art. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister. Finalement, cette histoire, cette rencontre, parce que tout est histoire de rencontre, c'était plus que du patrimoine, c'était plus qu'un bâtiment qu'il fallait reconstruire. C'était l'âme d'un pays, à travers une discipline dans laquelle on sent beaucoup de fierté, beaucoup d'histoire, qui est celle on va dire des arts plastiques au sens large et de la peinture haïtienne. Et surtout, on a beaucoup parlé d'ADN du Centre d'Art et tout ce qu'il y avait à cette histoire de détection de talent, de formation, d'accompagnement, de valorisation, de faire un lieu de ce Centre d'Art qui est un lieu populaire au sens noble du terme et qui correspondait tout à fait à la lecture que nous avions de cet art citoyen. Et finalement, dans le mécénat et dans les projets, finalement, on retrouve un peu cette approche que nous appelons systémique pour l'alimentation durable, mais ici aussi, ce n'est pas qu'une histoire de patrimoine, c'est une histoire sociale, c'est une histoire économique, puisque le Centre d'Art avait un modèle économique qui lui était propre. C'est une histoire aussi de médiation, de formation, de pédagogie. Et c'est cette rencontre-là, finalement, qui nous a beaucoup touchés, qui était vraiment conforme aux valeurs de la Fondation et à ce que nous voulons faire à travers cet art citoyen. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire finalement les difficultés, c'est pas simple. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a démarré plus ou moins fin 2011, début de 2012. C'est un projet qui est un peu complexe, qui est d'abord, j'ai oublié de le dire, on a décidé aussi de partir dans cette aventure, on va dire avec des petites conditions, on va dire de préalable. L'une d'elles était de le faire en partenariat. Et c'est vrai que c'est un partenariat main dans la main avec Focal et avec le conseil d'administration du Centre d'Art. Et ça, c'est important. Nous, on veut rester dans une position qu'on essaye la plus humble possible. On veut pas, il n'y a pas d'enjeu pour nous, il n'y a pas d'enjeu de communication, il n'y a pas d'enjeu de voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une communauté de valeurs et c'est ça qui nous importe. Et donc, du coup, on y va vraiment étape par étape et ensemble. Alors, on est aujourd'hui dans un processus
où on a fait un plan d'action, tout simplement, où on a un certain nombre d'éléments, autant juridiques que financiers, que bien sûr tout le travail d'archivage, de restauration, qui sont autant d'étapes par lesquelles il faut passer avant même de parler reconstruction. Dans ces étapes, on a fait faire une étude aussi un petit peu préalable d'opportunité que nous allons continuer, que nous allons affiner. Et pour reprendre ce que vous disiez, dans cette étude a fait une recommandation que nous avons trouvée très importante, qui était de créer un centre d'art virtuel. Et finalement, ce centre d'art virtuel sera peut-être une étape aussi préalable avant la reconstruction physique. Alors c'est vrai que c'est un processus qui est lent, qui est parfois un peu compliqué pour nous à gérer depuis la France. Alors on a trouvé le recours et les compétences d'Anne Lescaut qui nous accompagne au quotidien avec nos partenaires locaux. On sait qu'on est là pour un temps long, qui sera probablement difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments en jeu, beaucoup de partenaires. Nous, on a le temps pour nous. On n'est pas pressé, on veut s'adapter au rythme. En même temps, on a beaucoup d'exigences. Des exigences, on en a parlé ce matin, de transparence, de gouvernance, de réalisation, de ce mot un peu barbare de due diligence, c'est-à-dire de vérifier un certain nombre de choses. On parlait de l'aspect juridique, de l'aspect financier. Donc voilà, donc on a nous ces exigences-là parce que c'est vrai qu'on engage des fonds et qu'on veut savoir, c'est pas tant savoir uniquement à quoi ils servent, mais quel est l'impact que ça va avoir étape après étape. Et donc on est dans ce cheminement et on espère étape après étape que, pas demain, mais dans 2 ans, 1 an, il y aura quelque chose et que ce centre vivra. Et en plus, l'engagement que nous prenons, si nous passons toutes ces étapes et qu'il y a ce centre, c'est aussi d'accompagner le centre également dans la durée et surtout de lui donner les moyens d'aller chercher des financements sur place, ailleurs et sur place, et que progressivement nous nous désengagions et qu'il y ait un modèle économique viable qui puisse tourner. Puisqu'il y a 3 enjeux, il y a le projet artistique, il y a le projet pédagogique de médiation, de formation, et le projet économique, de manière à ce que le centre d'art puisse avoir finalement son autonomie. L'autre élément aussi que je voudrais dire dans notre exigence de bailleur, et qui je pense recouvre, pour avoir discuté longuement avec la Focale et le conseil d'administration, c'est que ce centre, c'est vraiment une mémoire. Enfin, j'en parlais encore à table avec Sybille, c'est ça, qui disait qu'elle-même, petite, allait en centre. Donc on sent que c'était quelque chose d'une fierté. Et on voudrait tous ensemble faire revivre cette fierté, cette appropriation, c'est-à-dire de ne pas oublier, je parlais de l'ADN et de l'ancrage et de l'histoire, et en même temps faire de ce centre la vitrine du XXIe siècle, qu'il soit complètement tourné vers le futur, vers Haïti au XXIe siècle, et très concrètement, tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles technologies doivent être présents dans ce centre d'art nouveau. Alors, merci Madame Marrakech. Et donc, pardon, excusez-moi. Avec ce modèle que vous proposez pour le centre d'art, certainement, ça nous donne un avant-goût de ce que peut être effectivement la prise en charge du patrimoine national avec des alliés internationaux. Quand on prend conscience qu'effectivement le patrimoine est motif de fierté et création de cohésion sociale. Cohésion sociale, c'est le maître mot. Nous avons besoin d'un réveil citoyen autour de notre patrimoine. Sans ce réveil citoyen, je pense que nous serons là à disserter encore autour du patrimoine pendant longtemps, parce que nous ne pouvons pas uniquement compter sur nos amis étrangers. Et la voie royale qui est sortie de tout ça, les nouvelles technologies de l'information nous permettent de nous projeter à l'extérieur de nous-mêmes et d'établir des mécanismes pour recueillir des fonds en solidarité avec des gens qui se sentent sensibilisés sur ces problématiques. Alors, malheureusement, je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'avais pompeusement annoncé une demi-heure d'échange avec le public, de débat, mais je ne pense pas que nous pouvons arriver jusque-là. Peut-être un tour de table, une ronde de questions, 10 minutes. Combien de
temps pouvons-nous avoir pour ne pas mettre le programme en danger? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient... Nous pouvons avoir 5 minutes? Nous pouvons avoir... OK. Ah, voilà, ça c'est moins frustrant pour vous, j'imagine. Donc nous pouvons avoir 15 bonnes minutes d'échange avec les intervenants. Je suis sûre que dans la salle, il y a des questions, il y a des préoccupations autour de ce qui a été débattu ce matin. La question du mécénat à créer, c'est bien le mot, parce que selon ce qu'on peut conclure, il est pratiquement inexistant. Nous avons des sponsors, c'est vrai, mais comme l'expliquait Madame Raucourt, souvent la notion même de mécénat n'était pas une notion très bien comprise et vulgarisée dans le public. Alors, nous allons prendre un premier tour de questions, 3 premières questions. Oui. Il faut un micro-baladeur. Alors, nous vous demandons, s'il vous plaît, en posant la question, de vous mettre debout, de vous identifier, votre nom et éventuellement l'institution à laquelle vous appartenez. Didier Wilco, je suis le responsable du mécénat à l'Institut français, ce qui ne fait pas de moi un distributeur de mécénat, mais quelqu'un qui fait de la collecte de mécénat pour qu'ensuite les instituts français dans le monde puissent réaliser les actions qu'ils souhaitent. La question que je me posais, c'était vous faire partager à la fois mes préoccupations et en même temps, en me trouvant ici en Haïti pour la première fois, ça fait résonance avec ce que je fais moi à Paris, parce que je suis basé à Paris. Il se trouve que l'Institut français à Paris possède un patrimoine africain important et en danger aussi, c'est la Cinémathèque Afrique. Cette cinémathèque, elle comporte 1500 films qui sont des films depuis les indépendances, qui ont été produits soit par la France, soit par d'autres producteurs. C'est un dépôt que nous avons, et nous avons la mission de le faire vivre et de le conserver. Et je me suis posé la question, et je vous la pose aussi, est-ce que, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, on a parlé de la campagne de Barack Obama, est-ce que vous vous êtes posé la question de la black philanthropie aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, dans les différentes actions que vous menez, pour lesquelles vous cherchez des fonds, vous vous êtes tourné? Parce que c'est une idée que ayant rencontré un des fondateurs de la campagne de Barack Obama à Paris il y a quelques années, je me suis dit que c'était peut-être effectivement pour le sujet qui me préoccupait, la conservation de la Cinémathèque Afrique, une possibilité, une solution, et c'est la question que je vous pose. Nous allons prendre une deuxième question. Bonsoir. Webster Corneille, journaliste culturel à Radio Vision 2000. Moi, j'ai une petite question qui s'adresse à Madame Raucourt. Mais d'abord, je vous remercie pour les idées développées à travers les bibliothèques, surtout à Infotronique. Moi, je ne savais pas trop d'Infotronique en Haïti, mais j'ai quelques amis qui ont bien étudié, soit à Port-de-Paix, des amis de Port-de-Paix qui ont fréquenté l'Infotronique. Mais ma question se porte sur la restauration de la citadelle La Ferrière, parce que je crois que c'est dans les années 80, soit en 1987, la citadelle est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO, et voilà, c'est pour 80. Bon, pardon, c'est dans les années 80, vous allez préciser pour nous après, merci. Et pour la restauration, vous n'avez pas mentionné soit la présence de l'UNESCO, mais vous avez plutôt critiqué l'État ou encore la faible présence de l'État haïtien dans cette restauration. Et moi, je voulais bien demander, puisque la citadelle s'est figurée sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, quelle est bien la part de l'UNESCO dans cette restauration espérée de notre citadelle, notre chère citadelle. Merci. Merci pour ce beau panel.
Je représente Image Info et Rive Culture. Ma question s'adresse à M. Attié. C'est une question, c'est pas une question, c'est plutôt une information. Et par rapport à la question de modélisation et en 3D pour la citadelle, ce site même pour l'université d'été 2013, il y a eu une formation avec l'université Laval et l'UEH. Et ce travail est disponible et que l'État haïtien a droit à pour utiliser ce travail pour diffusion de ce patrimoine-là. Donc je vous informe que, mais en même temps, il y a d'autres travaux à faire parce qu'il s'agit de diffusion, il s'agit d'interprétation de ce patrimoine et d'aménagement que Mme Roukou vient de parler. Donc en lieu et place de dupliquer, de refaire un même travail, ce serait intéressant d'informer, d'abord de s'informer ce qui existe, ce qui se fait et sur quoi et comment nous canaliser, comment canaliser les énergies parce que ce travail existe. Et si vous allez sur le site IPMI de l'Université Laval, normalement l'État haïtien devrait l'utiliser, mais comme entre guillemets c'est le blanc qui donne encore de l'importance à ce travail, mais l'État haïtien a droit à ce travail dans le cadre d'échange, de diffusion de ce patrimoine et en même temps, par rapport à l'information donnée ce matin par M. Farrell, et on peut en même temps utiliser ce travail dans le cadre de faire rentrer un peu de revenus pour l'aménagement de ce patrimoine, c'est-à-dire visite virtuelle. Et ce travail fait, on peut quand même le critiquer, ce n'est pas nécessairement fini, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs haïtiens, experts haïtiens et étrangers, précisément de l'Université Laval, qui ont participé et qui ont pris le risque de venir à l'Université Limonade et que pendant un mois, et que photographes et professionnels de l'image et experts en patrimoine culturel et immatériel se sont mis là-bas et ont travaillé sur ça et c'est disponible. Essayez de regarder de près avec les responsables de l'UEH et également au laboratoire IPAC et de l'Université Laval et département d'ethnologie et vous allez quand même retrouver pour voir comment compléter ce travail si c'est nécessaire. Je vous en remercie. C'était plutôt un partage d'informations, donc nous allons prendre une autre question. Ce n'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est important. Je veux parler en tant qu'individu, citoyenne. Ni mécène, ni demandeur de fonds. Ce que j'ai appris aujourd'hui, je peux dire qu'on l'entend, mais sans vraiment rentrer dans la problématique que vous avez posée. D'une part, j'avais envie de pleurer, et d'autre part, tu m'as donné un peu d'espoir avec ce projet extraordinaire du centre du centre d'art que tu vas remettre sur pied. Je pense qu'il est extrêmement important de médiatiser, d'informer, de faire un travail pour sensibiliser qui n'est vraiment pas au courant de tout ce travail en profondeur. Le travail que vous faites là, Patrick, en fait, Patrick, je parle déjà de Patrick Tardieu sur la Bibliothèque nationale, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire sur les archives que nous avons. Ce que fait Mireille, c'est la même chose. Moi, je connais la famille Fonbrun, mais ce que tu as dit là, franchement, même étant proche de la famille, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, je pense qu'il est important pour sensibiliser tout le monde. Maintenant, j'ai envie de... Si j'avais les fonds, tout de suite, je mettrais la main à la pâte. J'aiderais à la reconstruction de la citadelle, à la Bibliothèque nationale. Fonbrun, pareil, je te ferai un chèque tout de suite. Quant au centre d'art, n'en parlons pas. Hein? Mais je pense que c'est important. Important de faire plus de panels, plus de sensibilisation publique. Et quand on entend Patrick Attié parler, on a envie de le suivre. Avec ce dynamisme-là, c'est pas possible de ne pas te suivre. Donc, je suis sûre qu'il y en a des milliers qui aimeraient faire comme toi, mais qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas informés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, nous allons donner l'opportunité aux panélistes de répondre. En fait, il y a 2 commentaires
et 2 questions. Une question sur la Black Philanthropy. Monsieur n'a pas précisé à qui s'adressait la question directement. Donc, n'importe lequel d'entre vous pouvez réagir. Et il y a une question directe à Madame Roccourt concernant la place de l'UNESCO et le projet de restauration de la citadelle, le rôle qu'a joué l'UNESCO dans cette initiative. Je pense que vous avez touché un sujet d'une extrême importance. J'ai été approché à New York en janvier 2011 sur cette question par un grand, je dirais le nom, qui m'a promis de m'aider. Mais entre la promesse et les contacts à faire avec lui, rien ne s'est fait. Je pense qu'il y a un autre problème. Ce n'est pas seulement des mécénats et des mécènes qui manquent, il manque aussi la gestion, la recherche. Ça prend des spécialistes pour aller chercher les fonds. Et quand je dis des spécialistes pour aller chercher les fonds, je souhaiterais que ça ne devienne pas comme l'assistance mortelle, dans le sens que ça va coûter 80% des fonds qu'on va chercher pour l'administration. Ça, c'est la première, je réponds rapidement. Je pense que c'est quelque chose à faire. Et même s'il y a quelqu'un qui vient nous aider, je dirais à la personne, quelqu'un qui est gestionnaire, voilà telle personne. Et j'ai son email, j'ai l'université où il enseigne. Il a fait plusieurs films, il est connu. On m'a dit, il t'a promis publiquement devant une assistance colorée et de haut niveau, il ne peut pas te dire non. Mais maintenant, les démarches nécessaires, c'est une autre paire de manches. La question que tu viens de poser, je dirais non. Il faut faire très attention. Pas de publicité, c'est dangereux. Dans le domaine de la culture, dans le domaine des biens qui sont une très grande importance, la publicité peut faire autant de mal. Il faut savoir comment on va la faire. Qui on doit sensibiliser. Peut-être sensibiliser des gens importants, mais pas à la radio comme ça. Il faut faire très attention. Pour conserver, il faut être prudent. Moi, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Il y a un courant de pensée qui dit, avant de faire la publicité, avant de faire les démarches, il faut prendre des garanties nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sécuriser le patrimoine. Il faut d'abord sécuriser. Je ne vous dis pas où se trouve, je ne vous dirai jamais où se trouve mon fonds. Voilà. Je vous dis qu'il est en danger. Je ne prendrai pas de photos pour le montrer. Parce que si je prends des photos, vous pouvez deviner où elles se trouvent. Donc, une approche prudente, demander l'aide, mais sans divulguer trop d'informations, tant qu'on n'est pas en mesure de sécuriser et de protéger le patrimoine. Ça, c'est une perspective. J'ai l'impression que Mme Roccourt a un autre point de vue. Dans mon cas, c'est exactement le contraire. Et pour plusieurs raisons. Et le grand public n'imagine pas ce que c'est que préserver les grands monuments. Et le dilemme qui se pose chaque jour dans la préservation des grands monuments, lorsque nous avons ces monuments détruits le plus souvent au niveau de la population. Et je parle d'exemples que nous côtoyons chaque jour, pas seulement de la citadelle et le palais de Sans-Souci. La citadelle et le palais de Sans-Souci, il ne faut pas oublier que, à part le fait que ces 2 monuments ont été déchouqués en 1820 à la mort de Christophe, ces monuments ont subi 200 ans de destruction de l'homme. Ce ne sont pas simplement les éléments et les tremblements de terre. Et ce sont des monuments qui, lorsque Albert Mangonès est arrivé en 1978 pour commencer cette grande restauration, et c'était une carrière de matériaux, le palais de Sans-Souci. Et la ville de Milo est le palais de Sans-Souci maintenant, parce que tous les pavés, les briques et les pierres de taille se retrouvent dans toutes les villes de Milo. Et il faut se dire que la sensibilisation de la population par rapport aux monuments en général et à la préservation est une chose extrêmement importante et elle doit être publiée. Je parle de sensibilisation et au niveau de l'ISPAN, ce que nous sommes en train de faire, nous faisons le focus sur les jeunes. Chaque fois que nous avons un chantier dorénavant, sur quel que soit le département dans le pays,
Nous faisons ce chantier à travers des ateliers écoles. Des ateliers écoles qui doivent non seulement enseigner aux jeunes ce qu'on appelle les petits métiers du patrimoine, mais ce sont des ateliers écoles qui en même temps donnent à la population jeune la fierté d'avoir préservé lui-même ce qui est dans son environnement. C'est une chose qui est en train d'être faite au niveau de la citadelle et au niveau du parc en général. C'est quelque chose qui sera fait au niveau du centre historique du Cap-Haïtien. C'est quelque chose qui est fait depuis déjà 2 ans au niveau de la ville de Jacmel et de la prison de Jacmel. C'est une chose qui est en train d'être faite maintenant au niveau du parc historique Fort-Jacques-Fort-Alexandre et qui est en train d'être fait également au niveau de la petite rivière de l'Artibonite. Et ce sera fait au niveau de chaque chantier que l'ISPAN va établir dans les 10 départements. C'est une chose qui est absolument nécessaire lorsque nous restaurons, de le restaurer avec la population. Parce que si nous ne le faisons pas, nous restaurons pour rien. Parce que l'ISPAN ne peut pas être partout. Et l'ISPAN ne peut pas se substituer à 10 millions d'habitants qui veulent détruire. Nous avons une historique de destruction de notre patrimoine, de notre propre patrimoine. Parce que chaque fois que nous avons des événements politiques, ce sur lequel on s'acharne, c'est le patrimoine bâti. Il faut que la population soit consciente que c'est son patrimoine, s'approprie son patrimoine, réalise lorsqu'il est en danger tout ce que ça implique pour lui de perte. Et au niveau de la ville de Milo, j'ai eu un cas l'autre jour où certains habitants de la zone ont eu parce qu'ils étaient en colère contre le magistrat de la zone qui ne leur a pas donné un certain poteau électrique, ils ont eu à commencer la destruction de la route sortant de Sans Souci pour mener à Choiseul. Ils ont eu à couper des sarments centenaires. Ils ont eu à détruire une partie de la clôture du palais. J'ai dû fermer le site pour parler à la population et leur faire réaliser combien ils allaient perdre avec la fermeture du site. Parce que la ville de Milo, beaucoup de personnes de la ville de Milo vivent du tourisme. C'est carrément incompréhensible de penser que quelqu'un qui vit du tourisme va laisser détruire ce par quoi il vit. Mais c'est ce à quoi nous faisons face chaque jour. Si nous ne montrons pas, par exemple, les fissures graves de la batterie Kouadavide, les gens vont passer devant ce gros monument énorme et personne ne pense qu'il peut tomber d'un instant à l'autre et ça ne va inquiéter personne. Mais si on montre les extraordinaires fissures, le fait que la montagne bouge et que ça peut tomber dans un tremblement de terre, cette affaire-là, ce n'est pas aussi solide que ça en a l'air. Il faut le montrer, il faut le dire pour que les gens soient conscientisés. Il faut absolument le faire. D'accord. Donc, ça veut dire que selon la nature du patrimoine, qu'il s'agisse de patrimoine naturel, matériel, immatériel, et ça dépend aussi de la valeur marchande de la perception du public, et les conditions de mettre en place des dispositifs de sécurité ou pas, cela demande des stratégies différentes qui soient adaptées à la problématique particulière. Donc, j'ai eu l'impression que M. Attier voulait réagir aussi sur ce point, je me trompe? Oui, merci. Sur la question sur la black philanthropie que vous posiez tout à l'heure, je crois que un des éléments de réponse, c'est notre capacité. C'est l'existence d'un dispositif d'accueil de ces fonds qui soit crédible. Lorsque vous rencontrez un philanthrope qui vous dit « je suis intéressé à aider Haïti », très bien, ok. Demain, il va se réunir avec son groupe et dire « voilà, le chèque est là, à qui on donne ce chèque ? Quel est le mécanisme financier qui est en place? Est-ce qu'il est crédible ?» Et ce problème se pose à chaque fois. Aujourd'hui, à ma connaissance, et détrompez-moi si je dis des bêtises, il n'existe pas un véritable mécanisme financier disant « voilà, pour tel et tel projet, pour peut-être un ensemble de projets présentés sur un outil web, nous avons besoin de tant d'argent. Voilà le mécanisme par lequel vous pouvez donner cet argent. Et voilà les éléments de crédibilité de ce mécanisme. Parce que quelqu'un qui est en France, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine ou au Japon ne connaît pas Patrick Attier, ne connaît pas Monique Rocourt, ne connaît pas Patrick Pardieu. D'ailleurs, s'en fiche royalement. Ce qui l'intéresse, c'est cet argent, est-ce qu'il va vraiment aller là où ce pourquoi il va le donner. Donc je crois que le mécanisme financier est un des éléments importants sur lesquels à chaque fois on bute et qu'on ne met pas en place. Et c'est pour ça que je crois que si on ne le met pas en place,
utilisant le mécanisme financier d'un partenaire qui est déjà crédible, comme peut-être la Fondation de France ou votre fondation, qui mettrait à notre disposition ce mécanisme pour collecter des fonds. À ce moment-là, on profite de votre crédibilité, un petit peu, sans avoir à réinventer la roue nous-mêmes. Donc, c'est un peu l'élément de réponse qui n'est pas parfait que je voulais apporter à votre question. On a eu ce problème avec des philanthropes de la diaspora haïtienne. Vous savez que la diaspora haïtienne a plutôt tendance à financer des tout petits projets dans les régions dont ils sont originaires, mais pas des projets, je dirais, transversaux, plus larges, ou qui pourraient concerner un espace beaucoup plus large de personnes ou géographiques. Donc c'est un petit peu le même, l'une des raisons à ça, c'est aussi celle-là, c'est qu'ils ne font confiance qu'à ceux qu'ils connaissent déjà. Donc ça c'est le premier élément. Tout à l'heure le monsieur a mentionné le projet de l'Université Laval, l'Université d'État d'Haïti, que je connais très bien puisqu'on était à cette époque en conversation avec le vice-recteur Lalo, qui est ministre du Commerce aujourd'hui, sur ce projet. Il y a été directement impliqué. Mais je voudrais insister sur la valeur ajoutée de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle n'est pas juste une modélisation d'un site, mais littéralement l'utilisation de matériel vous permettant de vous immerger à l'intérieur du site, de marcher à l'intérieur du site, de vous déplacer à l'intérieur du site, d'y ajouter des éléments d'interactivité, de toucher par exemple, etc. Alors ça a évolué, parce qu'à l'époque, lorsqu'on en avait discuté avec M. Lalo, c'était pas le cas. Très bien, donc ça m'intéresse de voir quels éléments d'interactivité vous avez rajoutés. Il s'agit bien de modèle de la citadelle, hein, c'est ça? D'accord, donc j'aurais aimé voir comment vous l'avez fait, à partir de quoi, de quel... Non, enfin quand je dis vous, je parle de ceux qui l'ont fait. Et parce qu'à l'époque, lorsque j'avais visité le laboratoire, il s'agissait d'un laboratoire, donc des ordinateurs avec des outils de modélisation dessus. Et je n'avais pas vu à cette époque cette capacité de vous immerger donc avec des casques immersifs, avec des gants, etc. D'accord, très bien. Bon, ben c'est bon à savoir. Et le troisième commentaire sur la médiatisation, moi je suis d'accord avec vous, on est très mauvais. Très mauvais pour communiquer, médiatiser ce qu'on fait, c'est une réalité. Il faut qu'on se soigne, je crois. Mais on a un sacré boulot à faire. Merci, monsieur Attié. Il reste encore une dernière question adressée à Madame Rocco. Madame Rocco, puis-je vous demander d'être très, très courte, très brève dans votre réponse parce que nous n'avons plus de temps. Il nous faut conclure. Je vais essayer, parce que dès qu'on parle de l'UNESCO en Haïti, c'est extrêmement controversé, souvent, et surtout en ce qui a trait au parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier. Et l'UNESCO, je dois dire, lorsque ce parc a été classé patrimoine de l'humanité, en fait, c'est une situation assez particulière parce que le parc a été classé patrimoine de l'humanité avant même d'être classé patrimoine national. Et ça a entamé tout un travail de l'UNESCO à travers le monde. Ça a commencé en Haïti, en fait, en nommant ce parc. Et depuis, l'UNESCO a toujours été présent dans la protection du parc. Le problème de la perception du travail de l'UNESCO dans le parc, c'est qu'on ne comprend pas toujours son rôle. L'UNESCO n'est pas un organisme de financement. Il ne donne pas de l'argent, il donne de l'expertise et il permet de protéger en appelant d'autres pays à aider un pays précis. Et au niveau du parc, nous avons, depuis l'année 78 à 91, il y a eu 12 ans de restauration qui ont été accompagnés physiquement par l'UNESCO de 78 à 91. Et nous avons des experts de l'UNESCO qui sont restés vivre à la citadelle pendant tout ce temps. Nous avons eu les compagnons du devoir présents dans la citadelle, vivant à la citadelle. Et c'est ce travail qui a aidé à former tous les grands restaurateurs que nous avons maintenant sur le terrain en Haïti, ce qu'on appelle les restaurateurs seniors que nous avons en Haïti. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1991, tous les chantiers ont été fermés. Le gouvernement a changé, les chantiers ont été fermés et on a dit bonsoir à tout le monde. Et l'État a oublié ce parc jusqu'en 2006-2007. Il n'y a jamais eu une goutte de versée sur la citadelle, Sans Souci ou autre. Pendant tout ce temps, il a été littéralement abandonné. On a recommencé à payer attention à travers l'ISPAN en 2006-2007 pour le parc. Et
nous avons demandé à l'UNESCO d'être plus présent. Nous avions beaucoup de problèmes qui étaient inhérents à Haïti, en fait, et à la façon de percevoir et le patrimoine. On n'arrivait pas à comprendre que pour avoir une classification patrimoine mondial, il y avait des règlements à respecter. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire et des façons de faire qui étaient interdites. Et nous avons eu de très gros conflits entre la culture et le tourisme, par exemple, pendant de longues années, parce que le tourisme voulait mettre en valeur les monuments, parce que c'était ça l'attraction principale pour le Grand Nord, etc., ce qui est tout à fait commandable. Cependant, les monuments devaient être préservés avant de pouvoir être présentés. Et le conflit a été très fort pendant de longues années et a mis dos à dos beaucoup de grands architectes et préservateurs du patrimoine. Maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, la culture et le tourisme travaillent la main dans la main. Et je dois dire tout à l'honneur du ministère de la Culture que pour le moment, il est l'un des plus grands sponsors des travaux qui se font à la Citadelle aujourd'hui. Et nous avons une très bonne collaboration de l'UNESCO depuis à peu près 4 ans. Ils sont beaucoup plus présents. Ils ont envoyé année après année des équipes d'experts pour analyser les problèmes des monuments. Parce que vous devez comprendre que pour restaurer, c'est bien joli, mais il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi il y a un problème dans un monument? Au niveau de la citadelle, nous sommes au stade où nous devons faire une étude géoradar. Pas du monument, non? De la montagne. Parce qu'il y a des fissures qui apparaissent à la citadelle qui ne font aucun sens pour nous. Ce n'est pas seulement justifié par un tremblement de terre, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Est-ce qu'il y a des cavités sous la montagne? Est-ce qu'il y a des affaissements causés par des grottes souterraines? Nous ne savons pas. Et nous avons besoin d'expertises très grandes que nous ne trouvons pas en Haïti et qui vont nous être présentées par l'UNESCO en collaboration avec la Banque mondiale que nous avons appelée il y a 2 ans de ça pour s'intéresser à ce parc. Parce qu'on parle de millions et de millions de dollars pour ce parc. Ce n'est pas une petite affaire, c'est de très grands monuments et les plus grands monuments que nous possédons et le seul patrimoine mondial. Mais l'UNESCO est très présente dans l'expertise. Nous avons, avec un nouveau directeur local du bureau de l'UNESCO en Haïti, une collaboration extrêmement serrée. Et c'est suite à nos demandes d'être plus présents. Parce que nous n'avons pas le loisir d'avoir une équipe d'experts venir une fois l'an, attendre une année d'avoir les rapports d'expertise et entre-temps, on ne peut rien toucher, on ne peut rien faire. Nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter ce genre de collaboration. Il fallait qu'il y ait un bureau local capable de nous transmettre des rapports rapidement et de nous permettre d'agir rapidement selon les normes. Maintenant, je crois que nous sommes nous avons monté les plus hautes montagnes, nous sommes sur un plateau où on est en train de jouir un petit peu d'une collaboration différente et nous espérons que ça va marcher beaucoup plus vite. Si vous êtes allé à la citadelle... Madame Lecourt, je vais devoir vous interrompre. Malheureusement, quand on a affaire à des spécialistes aussi passionnés du patrimoine, on pourrait rester des journées entières. Je vais juste dire que dans 2 à 3 semaines, nous allons inaugurer les travaux de la citadelle et je vous invite à avoir une citadelle très différente. Eh bien, merci, Madame Lecourt. Je profite aussi pour remercier tous les panélistes qui nous ont accompagnés, de même que le public avec ces questions. Je sais que c'est frustrant, on n'a pas assez de temps, on voudrait participer, mais là, vraiment, il faut qu'on s'arrête. Mais les pistes qui ont été dégagées, c'est qu'en dépit des problèmes, en dépit des difficultés, en dépit de l'état crucial, préoccupant de notre patrimoine, il y a quand même des voies de sortie. Il y a des mécanismes légaux à mettre en place, il y a des montages financiers à faire, des mécanismes de crédibilité, de transparence, etc. Et surtout, des campagnes de sensibilisation du public, l'appel citoyen, mais comme le soulignait M. Tardieu, au cas par cas, parce qu'il n'y a pas un prêt-à-porter comme approche envers le public. Alors, merci. Et nous allons prendre une pause de combien de minutes? 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Malheureusement, juste se dégourdir un peu les jambes et on retourne. Et ensuite, nous aurons la table ronde
sur les diverses expressions du mécénat culturel en Haïti.